Je rêve que celui que j'aime soit traité bientôt. Blanche-Neige, vous avez décidé de revenir aux origines pour ce top retour-ci, et ouais, c'est compréhensible dans un sens. J'ai été, j'irai pas dire méchant avec le film parce que j'estime avoir quand même pointé ce qui allait là-dedans, mais c'est vrai que je me suis pas privé de m'acharner un petit peu sur ce qu'il y avait à dire parce que c'est un film dont il est facile de se moquer, surtout avec les critères actuels, et c'est pour ça que j'ai fait tout un laïus là-dessus dans ma critique lorsque j'ai fait ça, pour dire que ouais, pour l'époque je suis sûr que c'était extraordinaire, mais ça a pris un coup de vieux, je suis désolé. Enfin, c'est dans la narration, dans la présentation, dans le ton, c'est clairement pas quelque chose qui a tenu l'épreuve des années, alors qu'il existe des vieux films qui, à mon goût, tiennent largement plus le coup. Pinocchio, par exemple, je trouve que ça tient un peu plus le coup. Il y a des choses à redire dans la mise en scène, dans la façon dont on gère le temps d'écran, et d'autres petites choses, ce qui fait que je peux pas vraiment considérer ce film comme étant parmi la crème de la crème, le meilleur de ce que Disney a fait. Je lui suis grandement reconnaissant, j'ai beaucoup d'estime pour ce film, pour ce qu'il représente. Voilà, c'est le pionnier, le tout premier film, la grande œuvre qu'a voulu lancer Walt Disney et qui a su lancer le studio et créer tous les films que j'adore. Donc évidemment qu'il y a cette valeur-là de pionnier à prendre en compte. Mais en tant que film en soi, je le situe pas parmi mes préférés. Voilà. Et j'espère que vous comprendrez un petit peu la démarche. En tout cas, si je n'ai pointé que 6 points positifs là-dedans, c'est parce que dans le déroulé basique, il n'y a pas énormément de choses qui se remarquent. Dira-t-on que c'est vraiment un produit de son époque et c'est pas non plus le plus fluide dans son déroulé, sans être mauvais non plus. Et ce que ça raconte est assez basique. Ça m'empêche de pointer, personnellement, beaucoup de choses positives qui se démarquent, spécifiques. Et si vous ne le voyez pas comme ça, tant mieux, hein, n'hésitez pas à partager votre point de vue, mais voilà, que ce soit bien clair, je trouve que dans le déroulé, dans la diversité, c'est plus simple, un petit peu plus restreint que pas mal d'autres films qui ont suivi. On sent que c'était les débuts, donc ça cherchait, hein, je trouve vraiment que dans le premier film d'une compagnie, d'une société d'animation ou tout court d'une société, on se rend vraiment compte du travail qui reste à faire. Et comme pour Toy Story premier du nom, c'est exactement ce que je ressens pour Blanche-Neige. Il y a les bases de quelque chose qui peut être très bon si c'est mieux traité, et c'est ce qu'on aura eu dans pas mal de films, mais il y avait besoin de peaufiner la chose. Vraiment, et de rendre ça un peu plus complexe. Et je vais pas passer plus de temps là-dessus, hein. On va se lancer, on va pas non plus trop tarder. En avant pour le top 6 des meilleurs points de Blanche-Neige. Numéro 6, une partie de l'humour autour de cette nain. Je vais pas m'étendre des lustres sur ce que j'ai déjà dit, c'est un peu du toucher-coulé. Dans le sens où c'est quand même majoritairement du toucher, c'est majoritairement plutôt drôle, ils ont une bonne dynamique, ils ont chacun leur personnalité un petit peu à part, un peu trop cartoonesque pour le récit un peu sérieux qu'on essaye de raconter pour moi, mais bon vous connaissez le truc depuis le temps, mais une fois qu'on se centre sur leurs phrases, ce qui représente beaucoup de temps, c'est majoritairement drôle. Le truc, c'est que c'est un peu trop envahissant par rapport au récit central. Et c'est ce qui fait que je les apprécie un peu en demi-teinte dans leur dynamique, de la même façon que j'apprécie en demi-teinte Gus et Jacques dans Cendrillon premier du nom. Ils peuvent être drôles, vraiment, mais leur présence excessive atténue la force du récit et aurait mérité à être mieux gérée. Un tout petit peu plus contenu, ou au moins plus souvent d'appuyer le développement des personnages et pas juste du gag. Et c'est malheureusement un petit peu trop le souci, on le voit un peu trop. Mais
Vraiment, si on détache ça du récit et qu'on voit juste ces gags pour des gags, c'est drôle une bonne partie du temps. Et j'avoue que vous avez su parfaitement caractériser ces 7 personnages et les pointer suffisamment pour qu'on reconnaisse directement qui est qui dès lors qu'on jette un œil dessus. C'est un bon exploit que je tiens à souligner qui permet vraiment d'exacerber la force de l'humour qu'on essaye de créer, l'humour qui n'est pas ultra cherché mais qui sait être efficace une bonne partie du temps. Numéro 5, la gentillesse maternelle de Blanche-Neige. Je ne dirais pas que Blanche-Neige est un super personnage, je ne dirais pas que c'est un mauvais personnage, clairement pas, mais oui, il y a les défauts qu'on peut pointer chez elle, que j'ai déjà pointé un petit peu dans ma critique. Elle est un petit peu trop stupidement crédule par moment, et dans certaines réactions et dans le maniérisme, elle fait un petit peu trop précieuse. Voilà, ce sont les problèmes un petit peu importants qu'il y a pointé chez elle, mais en dehors de ça, j'apprécie beaucoup la gentillesse maternelle dont elle fait preuve et qui l'illustre la majorité du temps. C'est quelqu'un de prêt à écouter les autres, à aider les autres, à s'ouvrir aux autres et à mettre en place des situations où tout le monde doit s'entendre. Il doit y avoir une bonne tenue entre les gens. J'apprécie beaucoup ça chez elle. C'est quelqu'un qui a des manières, des principes, qui déteignent sur les autres, sur les animaux qui s'attachent assez vite à elle et sur les nains qui s'attachent assez vite à elle et qui apprennent un petit peu à partager et à être un petit peu plus responsable, comme les enfants dont elle doit s'occuper. C'est ça la gentillesse maternelle dont elle fait preuve, quoi. Elle sait être un petit peu autoritaire, mais aussi très gentille. Et c'est ça qui rend totalement légitime la tâche qu'ont les personnages secondaires autour d'elle. Secondaires entre guillemets parce que vraiment les nains sont presque plus importants qu'elle. Mais voilà, le fait que nos nains soient prêts à tout pour elle en une si courte période de temps, ça parvient à être crédible, à être légitime, parce que justement, on a su montrer cette approche maternelle efficace de sa part. Et c'est un trait très poussé du personnage qui aide à le rendre sympathique. Voilà, si on couple ça aux traits négatifs un petit peu gênants qui vont avec, ça le rend pas extraordinaire, mais ça suffit à compenser, je trouve. Et ça mérite d'être noté, vraiment. Numéro 4, la méchante reine, dans la première partie. Oui, vous le savez, je suis pas ultra fan de la seconde moitié où c'est une vieille caricaturale et où c'est plus ridicule qu'autre chose pour moi, mais je me suis déjà étendu pas mal là-dessus, hein, je vous ramène à la critique. Hein. Ce qui me plaît beaucoup chez elle, c'est vraiment la première moitié, où on appuie déjà ses motivations qui sont très intéressantes. Elle a vraiment cette obsession de la beauté, elle tient à être la plus belle, pour vraiment se sentir supérieure. Lorsque quelqu'un la dépasse, elle veut s'en débarrasser parce qu'elle est excessive comme ça. Je trouve déjà que c'est des motivations plus satisfaisantes que celles de Maléfique, mais ça aide beaucoup à appuyer sa mégalomanie et son besoin d'autorité suprême qui la rendent vraiment menaçante, vraiment imposante, qui en font une bonne méchante à la présence vraiment marquante. Et ça vaut quelque chose. Toute cette première partie où on se centre sur elle, qui tient absolument à se débarrasser de cette fille, et qui montre toute son autorité, tout son pouvoir en voulant faire ça, c'est très fort. Malheureusement, quand elle devient une vieille peau, ça perd un petit peu trop cette force-là, mais je les considère presque comme deux personnages à part, hein, vraiment, à ce point, tellement ça part d'un extrême à l'autre, et le deuxième extrême, je l'aime pas trop, quoi, mais bon... Le fait est que je ne lui enlèverai jamais ça. Dans la première moitié, elle est géniale en tant que méchante. Numéro 3, Grincheux. Ah, mon mec! Je le mets à part des 6 autres, celui-là, parce que c'est le seul qui mérite d'être qualifié à part. Je sais qu'on met un peu plus l'accent de temps en temps sur Simplet, et ouais... C'est le gentil Benet, je trouve pas plus intéressant que ça. Les autres personnages, ça va, mais le seul qui a un développement satisfaisant, le seul que j'arrive à prendre au sérieux en dehors de son gimmick, c'est Grincheux. Parce que c'est pas juste quelqu'un qui grinche parce qu'il n'est pas content d'avoir cette espèce de parasite à la maison et il l'accepte pas comme ça. C'est surtout quelqu'un qui est méfiant,
qui ne veut pas tout de suite faire confiance à cette femme, qui ne veut pas s'attacher tout de suite, et lorsqu'on voit qu'il commence un tout petit peu à s'attacher et à avoir des sentiments pour elle, pas forcément romantiques, mais des sentiments quand même, c'est touchant. Et à la fin, lorsqu'il pleure sur la tombe de Blanche-Neige, c'est poignant, ça me tire une larme presque, parce que ce mec qu'on a vu vraiment totalement sérieux, je m'attache à rien, être touché à ce point par la semble-t-il mort de cette femme qu'il a connue si peu de temps, et ben ça vous marque. C'est honnêtement le seul personnage parmi nos nains, merde, parmi tous les personnages de ce film, à avoir un arc satisfaisant et un peu prenant. Je veux dire, Blanche-Neige, oui, elle subit des trucs, mais elle a toujours cette espèce de caractéristique un peu naïve qui fait que elle subit un petit peu le scénario sans donner l'impression de vivre un arc fort. La reine, c'est une méchante qui a un objectif précis en tête et elle en démord pas, donc c'est pas comme si on appuyait grand chose autour d'elle. Et on va pas parler du prince, hein. On va pas parler du prince. Donc oui, il y a que lui qui a cette impression d'arc vraiment fluide et un peu filé. Et c'est le seul personnage grandement satisfaisant de bout en bout à cet égard pour moi. Numéro 2, les chansons. Classique. Et s'il y a bien un truc qu'ils ont maîtrisé dès le début, c'est ça. Vraiment, hein, Disney a su maîtriser à fond l'art du numéro musical dans leurs films. Dès le premier, les chansons sont très mémorables parmi les grands classiques qui méritent qu'on s'en souvienne. Évidemment, Un jour mon prince viendra, On rentre du boulot, etc. Mes préférés restent tout de même Un sourire enchantant pour tout le sentiment d'apaisement après tout ce que vient de subir Blanche-Neige. Et Siffler en travaillant, qui est l'air le plus entraînant de ce film pour moi. À nouveau, rien de spécial à développer à part ça. Très bonne chanson, mérite à être écoutée. Point numéro 1, la mise en scène macabre. Je le redis, Blanche-Neige et Pinocchio, et peut-être un peu Fantasia, sont un peu des ovnis en ce sens par rapport aux autres films Disney, parce que ce sont vraiment les films qui ont osé aller assez loin en matière d'horrifique. Vraiment, et il y a de la mise en scène qui est particulièrement agrippante, qui vous noue le cœur à ce niveau-là, comme on n'en a jamais fait après. Pour moi, le point d'orgue, c'est évidemment Pinocchio avec la fameuse scène de la transformation en âme, vous connaissez le truc, mais on a eu pas mal de scènes vraiment fortes à cet égard-là, qui ont su marquer, et c'est les moments les plus forts du film de Blanche-Neige. Évidemment, il y a toute la scène où elle fuit dans la forêt et où toutes ses peurs prennent forme auprès des arbres, c'est vraiment flippant. Le moment de la transformation de la méchante reine en vieille mégère, pour autant que j'aime pas la forme vieille mégère de la méchante reine, j'avoue que la scène de transformation est assez flippante elle aussi en termes de mise en scène visuelle. Et évidemment, pour terminer, il y a la course-poursuite contre la vieille sorcière par nos nains et ce ton très macabre lorsqu'elle essaye de les tuer, lorsque la foudre vient la frapper de façon totalement divine. C'est un petit peu bizarre ça, mais ça reste très fort dans la mise en scène visuelle, surtout avec la fin très froide où on voit les vautours prêts à s'attaquer à leur proie. C'est vachement fort ça. Vachement fort ce qu'on fait en termes de mise en scène visuelle, d'implication et ce qu'on ose montrer. Vraiment, et je pense que c'est pas de mal à veille qu'un film Disney nous montrera ça de sitôt. Il y a des petits morceaux de ça de temps en temps qu'on peut retrouver dans d'autres films plus tard. Évidemment, je peux parler du passage avec Ratigan dans Basile Détective Privé, de la mort de Clayton dans Tarzan, des trucs comme ça qui sont vraiment pas mal. On sait encore faire un petit peu d'horrifique chez les films animés Disney, même si depuis quelques temps j'en vois un petit peu moins, mais je suis sûr qu'on peut en faire encore un petit peu. On sait en faire un petit peu, mais jamais à ce stade-là. Au stade Blanche-Neige, Pinocchio et aussi La nuit sur le mont Chauve de Fantasia. C'est jamais on a su atteindre ce niveau-là depuis, et ces scènes sont là pour le montrer. On sait faire de l'horrifique vraiment fort et puissant quand on veut, et ce sont des exemples parfaits qui méritent d'être étudiés pour leur mise en scène, c'est sûr.
Et voilà qui conclut cette liste. J'espère que ça vous aura plu. Pour la prochaine fois, ce coup-ci, on va faire ça en sondage. Et je vous ai concocté une petite liste qui seront composées que de numéro 2. Ça va être ça le thème de la liste de sondage qui va suivre. Donc ce sera des suites numéro 2 de franchises, certaines pour compléter, d'autres qui seront juste là comme ça. On va voir ça tout de suite. Tout d'abord Tarzan 2, c'est le plus ancien que j'ai toujours pas fait en top retour. Toujours surpris qu'on l'ait pas proposé plus que ça celui-là. Bizarre. Ensuite, Plains 2, je lâcherai pas le morceau tant qu'il sera pas décidé celui-là. Après, le livre de la jungle 2. C'est un film sur lequel j'ai pas mal chié, on m'a toujours pas demandé en détail de le faire celui-là, donc ça sera un top retour inintéressant dans un sens. Ensuite, Cusco 2 King Kronk. Hein, j'ai fait le premier Cusco, le second pourquoi pas. Et enfin, pour compléter la saga, La Belle et la Bête 2. J'ai fait le 1 et le 3, il manque celui-là. Ce sera à vous de décider donc dans le sondage que je vais lancer dans, une fois de plus, l'onglet communauté. Merci de participer, à très bientôt, au revoir.